Après la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée le 9 juin dernier à l'issue des élections européennes par le chef de l'État, Emmanuel Macron, la campagne des législatives aura donc été soudaine, courte, intense et aura ménagé le suspense jusqu'au bout. Et fait unique sous la Ve République, il aura donc fallu attendre 2 mois après ces résultats pour connaître le nom du nouveau Premier ministre, Michel Barnier, comme vient de nous le rappeler à l'instant ce documentaire exclusif réalisé par Céline Crespi et Maxime Rioux. Avec un peu de recul désormais, quelles conséquences a eu cette dissolution? Eh bien, nous allons en parler maintenant sur ce plateau de Débat Doc avec nos invités présents sur ce plateau. Brice Teinturier est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous, Brice Teinturier. Vous êtes directeur général de l'Institut de sondage Ipsos et par ailleurs enseignant à Sciences Po Paris. Swazik Kemener est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes journaliste politique, rédactrice en chef de La Tribune Dimanche. Et puis enfin, Olivier Roucan est également là. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques et chercheur associé au CERSA, c'est le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politique. On va peut-être rappeler un fait qui a été peut-être un peu passé sous silence dans ce documentaire, mais il est important. On a beaucoup voté à ces élections législatives. 2/3 des Français ont été votés à la fois au premier et au second tour. Autrement dit, est-ce qu'on peut dire que le résultat de ce vote est entièrement légitime du fait de cette très forte participation? On n'avait pas vu ça, je crois, sous votre contrôle depuis 1997. C'était une autre dissolution, d'ailleurs. Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est un fait absolument majeur. Le taux de participation était déjà assez élevé pour les européennes, mais aux législatives, il est de 20 points supérieur aux mêmes législatives de 2022. 20 points supérieurs, plus des 2/3 des Français qui sont allés voter. Donc l'intensité de la campagne, l'intensité dramatique et l'ampleur de la mobilisation font que les résultats sont bien évidemment totalement légitimes, même s'il va falloir s'interroger sur leur interprétation possible. Mais c'est un élément indiscutable de cette séquence électorale qui a montré l'extraordinaire mobilisation, parce qu'il y avait de l'enjeu au moment de ces élections législatives, qui ne sont pas des élections de confirmation dans la foulée de l'élection d'un président de la République, où là on voyait justement le taux de participation décliner régulièrement, mais qui traduisent la possibilité pour le bloc de gauche et pour le RN de se dire mais finalement il peut y avoir une alternance, donc il y a de l'enjeu. Et puis pour le bloc central aussi, il y avait cet enjeu de préserver au maximum ses positions. Donc il y a de l'enjeu, il y a de l'intensité dramatique, les Français vont voter. On va voir ce qu'a été tout d'abord la projection. C'est d'ailleurs votre institut qui avait fourni cette projection dans le cadre de notre soirée électorale ici, notamment, et à France Télévisions, à l'issue du premier tour. Et voilà ce que disait cette projection que nous fournissait donc Ipsos, avec cette fourchette concernant le RN et ses alliés, entre 230 et 280 sièges. On rappelle que la majorité absolue est à 289. Donc, après tout, c'est vrai, le RN et ses alliés auraient pu, à l'issue de ce premier tour, potentiellement obtenir la majorité absolue. On rappelle que le RN avait été arrivé en tête avec 33,1% des suffrages et le nouveau Front populaire, 28%. Et puis maintenant, on va voir. Vous voulez dire quelque chose peut-être sur ce qu'était cette projection à l'issue du premier tour? C'est important. Donc c'est la projection au soir du premier tour. Notre fourchette maximale ne donne pas la majorité absolue pour le Rassemblement national. Et je précise à ce moment-là que nous allons avoir des retraits et des reports qui vont se faire le lundi et le mardi, qui vont encore plus affaiblir le Rassemblement national. Et malgré tout, il y a cette peur intense et cette idée qui va courir durant tout l'entre-deux tours que le RN est aux portes du pouvoir. Alors c'est vrai qu'il était à un niveau exceptionnellement élevé, mais dès le départ, on avait quand même les ingrédients pour dire pas de majorité absolue, mais ça n'a pas été entendu, ça n'a pas été cru. En tout cas, on l'avait plus haut, il faut être honnête aussi, mais ça c'est la campagne, c'est les reports, etc. On l'avait au moment où on avait fait cette projection, on l'avait plus haut que ce qu'il va donner à l'arrivée, même si on a fait une seconde projection qui montrait déjà la baisse du RN. Alors dans l'entre-deux tours, un front républicain s'est mis en place, des désistements, on pourra en reparler. Voilà.
Voici maintenant ce qu'ont été donc les résultats à l'issue du second tour. Et l'hémicycle tel qu'il se présente d'ailleurs à peu près aujourd'hui, même si ça ne représente pas les groupes politiques de l'Assemblée, cet hémicycle que nous vous présentons, mais regardez les trois blocs qui se dégagent, Rassemblement national et ses alliés, 142 sièges. Un bloc central constitué, on va dire, de la droite républicaine et de Ensemble, qui cumule à eux deux 207 sièges. Et puis le nouveau Front populaire, qui lui totalise 193 sièges. Pour obtenir la majorité absolue, il manquait 96 sièges du côté du nouveau Front populaire et 82 sièges du côté du bloc central, le Rassemblement national et ses alliés n'ayant pas, évidemment, lui non plus, la majorité absolue. Est-ce qu'on peut dire, au vu de ce qu'ont été ces résultats, cet entre-deux tours, le Front républicain, que c'est le Front républicain qui a remporté ces élections et qui a rempli son objectif, qui était finalement de contrer le Rassemblement national et ses alliés? Je crois que la question que vous posez, c'est le grand malheur français actuel. C'est-à-dire qu'il est très difficile de répondre à cette question puisqu'elle donne lieu immédiatement à toutes les interprétations. Donc, au premier tour, le Rassemblement national est arrivé en tête, c'est un fait. Au second tour, c'est un fait que quand on regarde l'alliance la plus forte, celle qui arrive en tête, c'est celle du nouveau Front populaire, sauf que les alliances, entre-temps, ont changé, indéniablement, puisqu'on a un Premier ministre LR qui incarne un rassemblement, même s'il est très compliqué, entre le bloc central et les LR. Donc c'est aussi, je trouve que ce qu'on voit là, c'est-à-dire cette assemblée 2024, juin 2024, enfin juillet 2024 plus exactement, elle montre à la fois, elle montre le blocage d'une façon tellement forte, puisqu'on voit que de toute façon, les partis politiques ne se sont pas mis d'accord sur sa lecture. Rien que le fait que de répondre à votre question est un acte politique aujourd'hui. C'est pour vous dire dans quel état démocratique nous sommes. Donc effectivement, le nouveau Front populaire avait un bloc qui s'est présenté ainsi devant les électeurs, mais depuis, un autre bloc s'est créé. Et d'ailleurs, Michel Barnier, c'est ça qui est intéressant, tient sa légitimité du fait que l'addition aujourd'hui des LR du bloc central dépasse l'addition du nouveau Front populaire. Donc bon courage pour trouver une solution pérenne. D'ailleurs, le documentaire se termine là-dessus et c'est la vraie question. C'est-à-dire que là, on a une photographie. Est-ce que cette photo va être un film qui va durer, ou bien est-ce qu'on va avoir d'autres photographies assez vite, c'est-à-dire dans un an, quand le président de la République, constitutionnellement, pourra ordonner une nouvelle dissolution? Rien que le fait de poser cette question, c'est devenu un acte politique aujourd'hui? Oui, on ne peut pas démentir ce qui vient d'être dit. Nous mesurons à quel point la question est polémique. Ouais. Ceci dit, on peut s'appuyer sur quelques jalons pour essayer d'analyser les choses. C'est-à-dire que ce qui donne sens au second tour, c'est l'opposition au Rassemblement national et le fait que les personnes qui votent acceptent de voter éventuellement pour une sensibilité différente, voire très différente de la leur, pour faire barrage au Rassemblement national. Il y a eu 215 désistements. Oui, c'est énorme. Et on va peut-être parler de ceci. Mais ça signifie que la politique, c'est ensuite une traduction institutionnelle. Institutionnellement, il faut tenir compte de ce message. On ne sait que ça, finalement, du Front populaire. C'est la volonté de faire barrage au Rassemblement national. Du Front républicain. Oui. Vous avez dit Front populaire, pardonnez-moi, je vous ai... Du Front républicain, oui, pardon. Allez-y. Ensuite, il faut essayer de traduire ceci avec ce paysage morcelé. Et c'est là qu'il y a échec. C'est là qu'il y a échec. Donc vous êtes en train de nous dire que la traduction qu'on a faite, le chef de l'État, lorsqu'il a fallu prendre la décision de nommer un Premier ministre, de composer... Oui, le chef de l'État, mais je dirais les partis également, l'ensemble des acteurs politiques, ne prend pas la mesure de ce qui a déplacé les électeurs massivement au second tour, parce que la participation a été importante également au second tour. Ouais. Alors ce que l'on peut dire quand même, c'est que on ajoute au baroque de l'après, si vous voulez, lorsqu'on remarque que le nouveau Front populaire et préalablement, évidemment, le Rassemblement national avait, dès le premier tour, plus de candidats ou élus ou en tête, et nettement plus, que Ensemble et que les Républicains, évidemment. Donc, on ne traduit pas non plus, finalement, le premier tour dans ce qui se passe après. Donc, il y a un problème démocratique de fond. C'est votre avis. D'abord, quelle a été la traduction de ces résultats
du point de vue des Français, dans l'opinion, on a une idée de... Ce qu'on sait, c'est que oui, pour les Français, parce que ça, on l'a mesuré, ouais. la traduction génère de la déception, de la colère, de l'amertume. Ils considèrent, si vous êtes RN, eh bien c'est de la déception. Si vous êtes Nouveau Front Populaire, comme c'est la coalition qui est arrivée en tête, là aussi, vous avez un sentiment de dévoiement du scrutin. Et dans le bloc central, malgré tout, il n'y a pas non plus l'idée que tout cela reflèterait parfaitement les desiderata des électeurs. Mais pour répondre à votre question, qui est-ce que c'est le Front républicain qui est le vainqueur de cette élection ? Moi, je ne crois pas, je ne dirais pas ça. D'accord. Le Front républicain, ça a été dans l'alchimie du vote quelque chose d'essentiel. Il n'y a qu'en 78 que le second tour législatif a infirmé un premier tour qui était très orienté en faveur de la gauche. Donc il s'est passé quelque chose de tout à fait spécifique dans la réactivation de ce Front républicain. Mais pour dire que c'est lui le vainqueur, d'abord, ce n'est pas une force homogène. Et puis, on n'est pas, vous savez, Spinoza disait, si les triangles avaient un dieu, ils seraient triangulaires. Bon, il n'y a pas un front républicain incarné par une seule force et par un leader. Donc, il aurait été vainqueur s'il y avait eu un gouvernement d'union nationale reprenant ceux qui avaient effectivement activé ce front républicain. Donc, du nouveau Front populaire jusqu'à une bonne partie des LR. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas dire qu'il est le vainqueur. Il est essentiel dans l'alchimie, dans le résultat final. Mais il n'y a pas un vainqueur qui serait le Front républicain, pas plus qu'il n'y a un vainqueur qui serait la coalition du nouveau Front populaire, parce que c'est une coalition qui arrive en tête, et c'est important, mais on ne peut pas dire qu'elle a gagné non plus les élections. C'est très important parce que, comme Soisic le soulignait, l'interprétation devient très vite très politique ou sujette à interprétation politique. Si vous dites c'est le nouveau Front populaire qui a gagné, eh bien à ce moment-là, il y a eu captation du vote, puisque le gouvernement ne reflète pas ça. Si vous dites c'est la coalition qui est arrivée en tête, c'est déjà un petit peu différent. Alors, quoi qu'il en soit, il y a eu 22 noms d'évoqués jusqu'à la nomination de Michel Barnier en ce début de mois de septembre. Parmi ces 22 noms, il y en a beaucoup qui viennent de la gauche, du nouveau Front populaire notamment. Il a fallu attendre 16 jours pour que le nouveau Front populaire en arrive à se mettre d'accord sur le nom de Lucie Castets, complètement inconnue d'ailleurs du grand public, directrice des finances de la ville de Paris. Est-ce que la gauche, le nouveau Front populaire, n'a pas pâti du manque de leadership qui apparaît très clairement tout au long de cette campagne? La question est posée d'ailleurs. Est-ce que ça n'a pas contribué à avoir ce feuilleton à épisode pendant 16 jours pour aboutir sur le nom de Madame Castex et puis au final de ne pas prendre ce poste à Matignon, de ne pas sembler pouvoir être en capacité à un moment de faire en sorte qu'Emmanuel Macron désigne quelqu'un en partant de la gauche de l'hémicycle? En fait, dès la première heure, le dimanche soir du second tour, on sait que ça va être très compliqué pour le nouveau Front populaire. Pourquoi ? Parce qu'on a Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat à la présidentielle, qui est celui qui représente le plus de votants. Souvent, les hommes politiques, c'est ce qu'ils font, ils se définissent par le nombre de votants qu'ils avaient derrière eux à la dernière présidentielle. Donc on a tendance à prendre ça comme base de réflexion. Et il explique qu'en fait, il faudra partir du programme du nouveau Front populaire, mais surtout ne pas quitter. Or, on sait bien que dans les négociations qui ont été faites, notamment avec le Parti socialiste, comme ils voulaient vraiment un programme de rupture qui soit vraiment différent du macronisme, ils ont embarqué dans ce programme du nouveau Front populaire. L'essentiel, c'est la matrice. La matrice, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, il prend la parole tout de suite à l'issue du second tour, c'est même le premier, en disant ceci, tout le programme, rien que le programme. Il ferme la porte. Dès le départ, c'est bloqué, puisque, vous l'avez vu, on est à moins de 200 députés du nouveau Front populaire. Qui va venir sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui ne faisait pas partie du nouveau Front populaire? Personne. Donc, dès le début, il place le débat sur ce thème-là. Ce sera impossible. Donc, après, il y a une aspiration des électeurs. Et on sait que l'aspiration unitaire à gauche est toujours très importante. Et ils l'entendent. Ils l'entendent en permanence sur les marchés, dans les permanences. Trouver une solution, c'est pas... Ils ont tous pensé à un moment que le Rassemblement national allait l'emporter. Finalement, il y a ce petit miracle à leurs yeux, mais qui n'est pas non plus une majorité, mais en tout cas un réveil, ce qu'ils voient comme un réveil de la gauche, et en même temps, ils ne peuvent pas aller jusqu'à Matignon. Donc il y a une énorme frustration des électeurs. Les électeurs disent, les sommes de trouver une solution. Donc ils trouvent une solution, le plus petit dénominateur commun. Ils ont mis énormément de temps. Il y a eu différents noms, on sait, qui ont été rejetés par les uns, par les autres. Et donc, on sentait bien que ça n'allait pas fonctionner, mais que dès le départ, de toute façon, c'était vicié.
Alors, il y a une autre impression que ça donne, la séquence que nous avons vécue, c'est que d'emblée, Emmanuel Macron n'accepte pas l'idée d'une alternance. Et la traduction qu'il en fait, lui, c'est il souhaite avoir un Premier ministre qui reste en place, qui ne saute pas à la première motion de censure, et puis il ne souhaite pas mettre en cause un certain nombre de points de son bilan, à commencer par la réforme des retraites. Voilà la traduction que semble en avoir fait le chef de l'État. Nous évoquions la difficulté qu'ont les acteurs à s'adapter à ce contexte issu des urnes, pour traduire la notion de front républicain. Et là, on a un chef de l'État qui se comporte en président, je dirais, en tant que présidentialiste. C'est-à-dire qu'il fait tout pour conserver une marge de manœuvre dans les désignations du Premier ministre. Et pour le coup, il a eu une stratégie qui a conduit donc à la nomination de Michel Barnier. Et il a défendu sa position avec succès. Il a réussi à trouver un Premier ministre qui, d'une part, ne le place pas en situation de cohabitation. Et il a su défendre aussi sur le fond ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire avoir un Premier ministre le plus compatible possible avec le reliquat de son premier mandat et des 2 premières années de second mandat sur le fond, et notamment les engagements, entre guillemets, vu la situation, on mettra des guillemets, de sérieux économique. Mais il l'a fait tout en s'assurant que le Rassemblement national ne voterait pas une motion de censure contre un tel gouvernement. Et donc il remet d'une certaine manière le Rassemblement national au centre du jeu aujourd'hui ? Non, je ne dirais pas exactement cela. Mais ce serait très, très contradictoire avec ce front républicain dont on a parlé juste avant. Hein. Il y a une chose claire, je crois, qui sort quand même du scrutin. C'est que les Français ont dit, pour des raisons opposées, mais qu'ils ne voulaient plus de la politique menée et de l'équipe qui avait mené cette politique pendant 7 ans. Ça, c'est la seule chose sur laquelle peut-être on peut s'accorder. Ce que fait le chef de l'État ensuite, c'est qu'il évoque l'idée d'un parfum de cohabitation. Et ça résume tout. C'était pas un parfum de cohabitation que voulaient les Français, c'était véritablement autre chose. Encore une fois, ils ne mettaient pas les mêmes choses derrière cette... Donc eux souhaitaient l'alternance, alors pour les... Eux souhaitaient une alternance. À gauche, une alternance à gauche, au RN, une alternance en faveur du RN. Donc il est là le malentendu initial. Et ce que fait le chef de l'État, c'est plutôt que de nommer, au nom du critère de stabilité, une personnalité issue de la coalition qui était arrivée en tête, la coalition de gauche, qui aurait permis de purger, je pense, la situation et au moins de donner le sentiment aux Français qu'on respectait ce qui s'était passé dans les urnes. Eh bien, il cherche quelqu'un qui sera assuré d'une stabilité et c'est pour ça qu'il y a cette idée que vous évoquez d'être otage ou pas du Rassemblement national. Oui, parce que c'est arithmétique. C'est arithmétique. Si le RN décide de voter une motion de censure, en le faisant évidemment avec le nouveau Front populaire, qui est clairement, lui, dans l'opposition aujourd'hui... Tout à fait. Le gouvernement ne tiendra pas. Mais il y avait une possibilité à un moment donné aussi avec Bernard Cazeneuve d'avoir quelqu'un issu de la gauche. Alors là, on a à la fois le jeu, je crois, du chef de l'État, mais aussi du Parti socialiste et d'Olivier Faure, qui ne voulait pas fondamentalement d'une solution Bernard Cazeneuve. Et c'est tout cela qui nous amène finalement à la solution qui est un peu baroque quand vous regardez les résultats, d'un Premier ministre issu des rangs des LR, alors que les LR, c'est 7% aux européennes et à peine ce score aux législatives. C'est 6% législatives. C'est 47, tout à fait, 6% législatives, et 47 députés. Ouais. Mais 5e groupe politique de l'Assemblée nationale en nombre. Tout à fait. Donc c'est le malaise démocratique qu'évoquait Soisic au début, il est bien là. Mais on est dans cette configuration où à partir du moment où personne n'a la majorité absolue, vous n'avez que des solutions qui ne peuvent être que temporaires et mal acceptées par l'ensemble des Français. Parce qu'encore une fois, l'ensemble des Français ne se retrouvent pas dans ce système. Maintenant, aujourd'hui, ils attendent pour voir. Et le film ne fait, entre guillemets, que commencer. Mais le malentendu du scrutin, il est aussi dans cette fracturation de l'électorat, dans cette multi-tripartition, parce que ce n'est même plus une tripartition maintenant, ça s'est fragmenté à l'intérieur de blocs qui étaient plus ou moins homogènes. Alors, pour reprendre une expression que vous avez utilisée juste avant, parfum de cohabitation. C'est du chef de l'État. Oui.
Est-ce que nous sommes avec un parfum de cohabitation, alors pas du tout dans une cohabitation avec ce gouvernement tel qu'il existe aujourd'hui, ce Premier ministre et Emmanuel Macron à l'Élysée? C'est la preuve que rien n'est clair en ce moment. Ouais. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, a utilisé une expression que je trouve intéressante. Il a dit on est dans une multi-cohabitation. Et en fait, quand vous regardez, il y a des clivages, il y a des divisions partout, dans chaque camp. Donc on a l'impression aujourd'hui que certains même à l'intérieur des insoumis et des anciens insoumis, ils cohabitent. On a l'impression qu'on a une cohabitation quelque part entre Michel Barnier et certains macronistes. On a l'impression qu'on a une cohabitation aussi entre certains LR, certains qui tireraient plus vers le gouvernement ou qui auraient aimé être au gouvernement, et puis d'autres qui à l'Assemblée pensent davantage à 2027. Il y a ceux aussi, la cohabitation entre ceux qui vivent le moment là en se disant qu'il faut faire quelque chose à l'Assemblée et ceux qui vivent le moment 2027 ou avant, on verra bien la prochaine présidentielle. Donc il y a une multitude comme ça de fractures. Et entre le chef de l'État et son Premier ministre? Alors, entre le chef de l'État et son Premier ministre... Tel que vous percevez les choses, là, aujourd'hui? De ce qu'on sait, de ce qu'on comprend pour l'instant, parce que les choses sont en train de se mettre en place, il y a quand même une certaine autonomie au Premier ministre. On a bien compris qu'il voulait partager certains des champs qui sont normalement réservés au chef de l'État. Alors, le chef de l'État qui recevait la semaine dernière Volodymyr Zelensky, il est quand même au premier plan à l'international. Mais sinon, le sujet du chef de l'État, normalement, c'est l'économie. Donc là, c'est Michel Barnier qui a pris la main. Mais quand on regarde qui s'occupe d'économie, ce ne sont que des macronistes à Bercy. Donc vous voyez la complexité de ce qui est en train de se mettre en place. Donc on est dans une semi-cohabitation qui est en train à peine de s'installer. Pour l'instant, les deux hommes se respectent et il y a quelque chose d'indéniable au moment où je vous parle, c'est que Michel Barnier a réussi à faire redescendre le débat politique d'un ton. Et donc ça, c'est porté à son crédit pour l'instant par les Français. On verra ce qu'il en sera ensuite. Mais donc, on n'est pas dans une cohabitation. Il n'y a pas de mots à propos du chef de l'État, comme il pouvait y en avoir lors des deux grandes cohabitations antagonistes, des trois même, dont on se souvient. Votre avis sur ce sujet? Si on le lit... On est dans quelque chose de complètement inédit, là. Oui, on ne parle pas de cohabitation. Sous la Ve République. Et néanmoins, il y a cohabitation, on vient de nous dire Soazic Kemener, un peu à tous les étages, quoi. Oui, il faut peut-être changer de lunettes. Oui. Parce qu'on continue Olivier Roucan. Je propose qu'on s'inspire un peu de ce qui se passait sous les 4e, voire les 3e Républiques. Oui. Parce que l'idée d'avoir des blocs très divisés, des négociations permanentes, et on va avoir droit à ceci, on a déjà droit à ceci, à l'Assemblée nationale, des coalitions, alors pas de l'instant, mais dans tous les cas très, très variables, voire aléatoires. Bon, tout ceci, on l'a déjà connu dans notre histoire politique, et nos partenaires européens en régime parlementaire aussi. Bon, peut-être qu'on reviendra sur ce sujet du régime politique et de sa dominance. Là, on a beaucoup entendu dire, vous allez voir, le pouvoir va passer de l'exécutif au législatif à la sortie de ces élections. Alors, et c'est formidable pour le Parlement. Vous êtes d'accord avec ça? Mais sur la cohabitation... vous êtes d'accord avec ça? C'est ce à quoi on assiste? Le centre de gravité s'est déplacé à l'Assemblée nationale pour l'instant. Il est clair que le chef de l'État n'a plus les moyens d'être aussi directif et présidentialiste qu'il ne l'a été depuis 2017. La cohabitation au sens institutionnel, nous n'y sommes pas, puisqu'il s'agit d'une majorité assez suffisante et opposée à celle du président de la République. Ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Donc nous ne sommes pas en cohabitation au sens où nous les avons connus sous François Mitterrand et Jacques Chirac. Bon, ceci étant dit, nous voyons la fragilité et la difficulté tout simplement à identifier une majorité. Donc c'est autre chose finalement. Ce n'est pas une cohabitation au sens institutionnel du terme. Alors peut-être faut-il le reprendre en la complexifiant, la formule de François Mitterrand. C'est une coexistence institutionnelle difficile et diversifiée. Enfin, ça fait un peu long comme formule. Ça fait peut-être un peu long pour les Français qui ont été votés à ces législatives. En tout cas, ce n'est pas, semble-t-il, ce qu'ils attendaient, au final. On a parlé des éventuels gagnants. Tout le monde désigne comme Emmanuel Macron, en tout cas comme le perdant de cette élection et de cette grande séquence qu'il a lui-même provoquée. C'est le cas dans l'opinion aujourd'hui? C'est ce que vous constatez dans l'opinion aujourd'hui? Oui, totalement. On a fait une grande enquête post-électorale fin juillet, début août, avec le CEVIPOF et des grandes fondations, la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne, etc. Et ce qu'on voit, alors même qu'on était dans un moment un peu de pacification, les JO, etc., c'est des Français extraordinairement critiques sur la séquence.
qui n'ont toujours pas compris, qui nous le disent, l'intérêt de cette dissolution, qui en veulent au chef de l'État, avec un taux de jugement défavorable exceptionnellement élevé pour Emmanuel Macron, qui se défient maintenant de cette Assemblée, qui disent à plus de 70% qu'ils n'ont pas confiance dans cette nouvelle Assemblée nationale. Ils n'ont pas confiance dans cette nouvelle Assemblée nationale. Et fait nouveau et important par rapport à ce que vous avez rappelé et souligné, qui nous disent maintenant que c'est quand même pas une bonne chose qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée. Alors que durant ces 2 dernières années, ils nous affirmaient le contraire en nous disant « oui, mais comme ça, il y aura forcément des compromis, des négociations, et finalement, c'est bien ». Mais les Français ont l'air d'en être revenus de cette idée qu'il va y avoir mécaniquement des compromis et que ce serait un surcroît pour la démocratie. Et c'est effectivement, je crois, ce que Michel Barnier a aussi perçu, parce que sur ces mots, sur ces querelles sémantiques, mais qui ne sont pas des querelles anodines, Michel Barnier a dit aussi « nous ne sommes pas en cohabitation ». Et je crois que le véritable juge de paix, ça va être à l'Assemblée, le comportement au moment du budget. Et là, nous verrons si le bloc central, par exemple, censé soutenir malgré tout ce Premier ministre, eh bien, s'il va se diviser ou pas sur la question de la fiscalité. Nous verrons ce que feront le RN, les LR. Ils sont encore très divisés. Et c'est là où on verra si on est dans une multi-cohabitation ou s'il y a malgré tout un socle qui, qu'à un an, peut permettre à Michel Barnier, pendant quelques mois, où on ne sait pas trop la durée, d'avancer. Concernant la politique publique, vous diriez qu'on va vers une forme d'immobilisme, au mieux de continuité. Comment vous voyez les choses justement pour l'avenir? Avec ce fameux budget, bien sûr, hein, mais peut-être pas seulement. Il y a un exemple assez intéressant, c'est les retraites. Donc le glissement de l'indexation des retraites du mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Et quand la question est posée à Michel Barnier, il dit « bon, j'ai décidé ça, mais on va voir à l'Assemblée ce que ça donne ». Vous imaginez un débat sur les retraites, alors même si ce n'est pas le débat sur la réforme des retraites, mais un débat sur les retraités, ce que ça peut donner dans un hémicycle qui peut très vite se transformer en chaudron bouillant là, en cette année 2024. Donc on comprend que chaque thème, il y avait déjà des thèmes qui étaient très irritants, mais là, les porter devant l'Assemblée, ça va être très compliqué. Donc, on voit bien ce que fait, par exemple, un Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il continue à dire qu'il veut une nouvelle loi immigration, mais il sait très bien que ce sera très difficile déjà d'obtenir une nouvelle loi immigration et ensuite de la faire voter. Donc, finalement, il utilise tout le pouvoir réglementaire qui est en sa possession. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'Emmanuel Macron ne voulait pas d'une Lucie Castet à Matignon. Il ne voulait pas qu'elle utilise son pouvoir réglementaire avant même que l'Assemblée commence à siéger. Donc, la difficulté pour le gouvernement, c'est qu'il va avoir du mal à faire des projets de loi, il va avoir du mal à les faire voter. Donc, on va avoir peut-être une sensation d'immobilisme. Donc, on va peut-être avoir une agitation d'un côté sur le plan réglementaire et dans les annonces. Mais en vrai, sur ce qui arrivera à la fin de cette législature, oui, il y a un énorme point d'interrogation sur les marges de manœuvre politiques. Olivier Roucan, on arrive bientôt à la fin de l'émission, je crois qu'il reste 2 minutes. On se dit, bon, finalement, tout est là pour qu'on repasse aux urnes dans quelques mois. Ça pourrait être dans la fin du printemps prochain, par exemple, si on respecte à peu près les délais. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? On va devoir aller revoter pour une nouvelle Assemblée ou est-ce que cet attelage, bon an, mal an, peut continuer ainsi jusqu'à, pourquoi pas, l'élection présidentielle prochaine pour rebattre les cartes à nouveau? Je ne parierai pas, parce que il suffit de poser la question, quel acteur a vraiment intérêt l'an prochain à retourner devant les électeurs dans un tel contexte et climat aussi, parce qu'on peut supposer que tout ce qui vient de se passer, ça a été dit par Brice Teinturier, laisse quand même les Français assez amers. Et y compris le Rassemblement national dont on nous a dit oh ben lui quand même il a intérêt parce que là il serait peut-être assuré d'avoir sa majorité absolue. Je ne suis pas sûr, moi, qu'il soit pour l'instant engagé dans cette stratégie. En contrepartie, si ce n'est pas la volonté des acteurs qui sont à l'Assemblée que de voter une censure, il faut qu'ils donnent des gages, justement, de changement un peu de culture politique et s'engager dans des négociations pour trouver des compromis sur des textes. Donc, pour l'instant, je dirais, on ne peut pas parier. Ça va beaucoup dépendre de ce que les acteurs décident. Bon, mais ce sera le mot de la fin. Hein. L'avenir nous dira évidemment de quoi sera fait cette
cette suite et l'avenir de cette Assemblée et de ce Premier ministre, Michel Barnier, aujourd'hui. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission Débat Doc aujourd'hui. Pour revenir sur ce qu'ont été ces législatives, les conséquences de cette fameuse dissolution annoncée le 9 juin dernier par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Vos réactions, j'imagine qu'elles vont être nombreuses aujourd'hui. Ça sera sur #DébatDoc. Merci à Félicité Gavaldar et Victoria Bellet qui m'ont, comme à l'accoutumée, aidé à préparer cette émission. Moi, je vous retrouve pour un prochain Débat Doc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.